Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre. Suite des chapitres suivants, c'est cryptage symétrique. Et plus particulièrement, on va étudier le système de cryptage RSA. RSA, c'est un système de cryptage proposé par ses auteurs qui sont Rivest, Shamir et Adleman. Dans le chapitre précédent, nous avons vu les systèmes de cryptage symétrique et nous avons dit que ces systèmes présentent des inconvénients et des avantages. L'avantage le plus intéressant, c'est que les systèmes de cryptage symétrique sont des systèmes de cryptage qui sont qui sont très rapides parce qu'ils ne nécessitent pas d'opérations mathématiques de calcul. Mais les inconvénients, c'est que ces systèmes qui nécessitent un certain nombre de clés importants, et présentent aussi l'inconvénient de partage ou bien de distribution de clés. Et le problème des systèmes symétriques, le problème majeur, c'est ce problème de partage de clés qu'on va voir comment on peut le résoudre avec un système de cryptage asymétrique. L'idée principale des systèmes asymétriques, c'est trouver deux fonctions f et g telles que si j'applique g à f, ça va donner l'identité, c'est-à-dire g de f d'un message m égale à l'identité de m égale à m. C'est-à-dire que g c'est la fonction inverse de f. Il y en a plusieurs fonctions qui sont inversibles, mais la caractéristique principale de cette fonction f, c'est que le calcul de f-1 se fait en connaissant un petit secret s. C'est-à-dire, connaissant f, pour retrouver f-1, il faut absolument connaître ce secret s. Et seule l'entité qui connaît le secret S, c'est elle qui peut calculer la fonction -1. Si c'est le cas, je peux proposer dans mon annuaire, Alice peut proposer Alice, et va proposer sa fonction f sur Internet. Et si Bob, par exemple, veut envoyer un message à Alice, elle va aller dans l'annuaire et chercher la fonction f de Alice et envoyer à Alice f de m. Personne ne connaissant pas le secret S ne peut trouver m à partir de f de m. Seule Alice qui connaît le secret, seule Alice qui connaît le secret S, c'est elle qui connaît qui peut retrouver f-1. Et c'est elle qui peut calculer f-1 de f de m égale à m. Elle peut retrouver le message m. La fonction f, elle est appelée la clé publique de Alice, et f-1, elle est appelée la clé secrète de Alice. Pour chiffrer un message à Alice, on cherche dans l'Internet, ou bien ce qu'on appelle un annuaire, on cherche la clé publique de Alice et on crypte avec cette clé publique, et Alice va retrouver le message chiffré, va le retrouver avec sa clé secrète.
Plusieurs algorithmes satisfont cette condition. Et l'un des problèmes, ou bien l'un des algorithmes le plus populaire qui présente une solution à ce problème, c'est le système RSA. RSA, c'est un système qui se base sur le problème de la factorisation, de la factorisation de grands nombres en facteurs premiers. Le problème de factorisation de grands nombres en facteurs premiers, c'est un problème mathématique qu'on dit un problème NP complet, c'est-à-dire aucun algorithme actuel n'existe pour le résoudre. Pour factoriser un grand nombre en facteurs premiers, il faut faire il faut faire une factorisation telle qu'une factorisation manuelle. Il faut essayer l'ensemble des nombres, tester si nombre est premier et par la suite faire leur produit pour avoir le nombre. Le problème RSA se base sur la congruence, modulaire, congruence modulaire, qu'on va donner par la suite certains résultats mathématiques qui nous permettent de démontrer le système RSA. Ici, on va juste faire un rappel des résultats mathématiques. Et c'est pas, on va pas les démontrer parce que on aura besoin uniquement des résultats. Comme ça, on peut l'appliquer pour démontrer le RSA. Définition. On dit que deux nombres entiers A et B sont congrus modulo un entier n, strictement positif, si A moins B est un multiple de n, c'est-à-dire A moins B égale à Kn, c'est-à-dire que A égale à Kn plus B. Ça veut dire que A divisé par n égale à K et le reste B, c'est-à-dire B, c'est le reste de la division, mais ça c'est une division euclidienne et c'est pas une division réelle. B, c'est le reste de la division euclidienne de A par n. Exemple, si je prends n égale à 8, 22 modulo 8 égale à, là je divise 22 par 8 égale à 2, reste 6, c'est égal à 6. 17 mod 8, c'est égal à 1. 9 mod 8 égale à 1. 5 mod 8 égale à 5. 3 mod 8 égale à 3. Donc, 3, c'est x mod n, x inférieur, ou bien m mod n avec m inférieur à n est égal m modulo, et retenons bien ce résultat, m mod n, m inférieur strictement à n égale à m. Si A est congru à B mod n et C est congru à D mod n, alors on a l'équivalence A plus C est congru à B plus D mod n et A multiplié par C est congru à A, B multiplié par D mod n et quel que soit K appartenant à n, AK est congru à BK mod n. Un nombre premier, c'est quoi? Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et lui-même. Par exemple, 2 est premier parce que 2 est divisible uniquement par 1 et 2. 3 est premier parce que 3 est divisible uniquement par 1 et 3. 5 est premier parce que 5 est divisible uniquement par 1 et 5. 6 n'est pas premier. 7 premier, 8 n'est pas premier, 9 n'est pas premier, 11 premier, 13 premier, 15 non premier, 17 premier, 20 premier. Un deuxième résultat, c'est on dit que deux entiers sont premiers entre eux si et seulement si le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, c'est 1. Exemple, le plus grand diviseur commun de 2 et 5, c'est 1. Donc 2 et 5 sont premiers entre eux. Le plus grand diviseur, bien le PGDC de 3 et 6, c'est 3. Donc ça, ces deux nombres ne sont pas premiers entre eux. Le plus grand diviseur commun de 6 et 9, c'est 3. C'est pas premier entre eux. Le plus grand diviseur commun de 5 et 15, c'est 5.
Ce ne sont pas premiers entre eux. Le plus grand diviseur commun de 9 et 20, c'est 1. Et là, ces deux nombres sont premiers entre eux. Un deuxième résultat, si M et P, et avec P, c'est un nombre premier. Si M et P avec M inférieur à P, ça, ces deux nombres-là sont toujours premiers entre eux. Par exemple, 7 est le premier. 3, tous les nombres qui sont inférieurs à 7 euh, sont premiers avec 7. Exemple 3, 7, 6, 7, tous ces nombres-là sont premiers avec 7. Théorème de Bézout, ça c'est un théorème très important, c'est celui qui permet de démontrer le LSA. Rappelons que notre objectif, c'est trouver une fonction f et trouver une fonction f telle que f possède un inverse f moins 1, une fonction inversible, mais connaissant un secret. Ça, ce résultat, on peut l'obtenir avec le théorème de Bézout. Pour que deux entiers A et B soient premiers entre eux, il suffit qu'il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1. Ça veut dire ici que A et B premiers entre eux, équivalent qu'il existe UV tel que AU plus BV égale à 1. AU plus BV égale 1, ça veut dire que AU est congru à 1 modulo B ou bien modulo N. Ça veut dire que U, c'est l'inverse de A. Parce que là, nous avons le 1. C'est ce que je présente dans ce slide. L'une des principales applications des Bézout est le calcul des inverses modulaires. En effet, soit A et N, deux entiers premiers entre eux. A et N premiers entre eux, ça veut dire qu'il existe U et V, tel que AU plus NV égale 1. Ça veut dire que AU égale à 1 moins NV. Donc AU est congru à 1 modulo N. Ça veut dire que U, c'est l'inverse de A modulo N. Et là, nous avons un inverse. U, c'est l'inverse de, par Bézout, de A modulo N. Pour tout n dans Z, phi de n, phi c'est la fonction indicatrice du modulaire de n, phi de n c'est le nombre d'entiers dans 0 n premier avec n. Phi est appelée la fonction indicatrice du modulaire de n. Exemple, phi de 3, j'ai dit c'est le nombre d'entiers dans l'intervalle 0, 3 qui sont premiers avec 3. Ici, les nombres sont 1 et 2. Est-ce que 1 est premier avec 3? Oui. 2 est premier avec 3? Oui. Donc, phi de 3 égale à 2. Phi de 6 égale. Phi de 6, je prends les nombres dans 0, 6. C'est-à-dire, je prends les nombres 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que 1 est premier avec 6? Oui. Est-ce que 2 est premier avec 6? Non. Est-ce que 3 est premier avec 6? Non. Est-ce que 4 est premier avec 6? Non. Est-ce que 5 est premier avec 6? Oui. Donc, phi de 6 égale à 2. Mais si P est premier, par exemple 7, phi de 7 égale combien? Phi de 7 égale, je prends les nombres de 0 à 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le résultat de tout à l'heure, nous avons dit que tous les nombres inférieurs à 7 sont premiers avec 7. Donc, 1 est premier avec 7, 2 premiers avec 7, 3 premiers avec 7, 4 premiers avec 7, 7 est premier avec 5 premiers avec 7 et 6 premiers avec 7. Donc, phi de 7 égale 1, 2, 3, 4, 5, 6 égale à 6, est égal à 7 moins 1, c'est égal à 6. Donc, si P est premier, alors phi de P égale à P moins 1. Soit n un entier, alors n égale à sigma de phi de d, tel que d est inférieur à divise n. Ça, c'est un résultat, mais qu'on ne va pas s'en servir. Théorème de Fermat, soit P un entier naturel premier, soit un entier relatif non multiple de P, alors on a A de P est congru
A1 modulo P. Là, je vais noter, vous pouvez noter sur une feuille ces résultats-là, comme ça, on pourra s'en servir, on pourra les avoir quand on en aura besoin. AP-1 est congru à 1 modulo P. Je note équation 1. Soit A un entier non divisible par le nombre P, et soit R et S deux entiers tels que R est congru à S mod P-1, alors A à la puissance R est congru à la puissance S, mais c'est mod P. Donc là, je vais noter ce résultat de, j'ai dit R est congru à S modulo P-1, ça implique que A à la puissance R est congru à A à la puissance S modulo P. Une application du théorème précédent, c'est en particulier si si S égale à 1. Si R est congru à A mod P-1, alors on a A à la puissance R est congru à A mod P. Alors, je vais noter ce résultat. A est congru à 1 modulo P-1 implique que A à la puissance R est congru à A modulo P. En particulier, AP, puisque P est congru à un mode P-1, on a A la puissance P est congru à un mode P. Une généralité de ce théorème-là, c'est si R est congru à S mode P-1, Q-1 avec P et Q sont des nombres premiers, alors A à la puissance R est congru à A à la puissance S mode P, Q. Je vais noter ce résultat, et ce résultat, c'est le résultat qui va nous permettre de démontrer le RSA. C'est le résultat le plus important. Je vais noter cette équation. Rappelez-vous de celle-là. R est congru à S modulo P-1 fois Q-1. Alors, A à la puissance R est congru à A à la puissance S mode PQ. Et en particulier, si on remplace S par 1, nous avons si R est congru à 1 modulo P-1 fois Q-1, ça implique que A à la puissance R est congru à A modulo PQ. Ça, c'est le résultat effectivement qu'on va s'en servir pour démontrer le chiffrement et le déchiffrement avec RSA. Soit A et N, deux entiers premiers entre eux. Alors A phi de N est congru à un mode N. C'est une généralité du théorème de Fermat. Phi de N, elle est calculée comme suit. Phi de N égale à N, 1 moins 1 sur P1, 1 moins 1 sur P2, 1 jusqu'à 1 moins 1 sur Pm, avec P1, P2, Pm, ce sont les facteurs premiers de N. Donc, pour calculer phi de N, on doit obligatoirement connaître les facteurs premiers de N. Trouver phi de N revient donc à factoriser le nombre N. Or, le problème de factorisation de grands nombres en facteurs premiers n'a pas été résolu. C'est-à-dire, si je prends un grand nombre n, et je vous demande de me calculer phi de n, ce calcul, elle est très difficile si l'on ne connaît pas les facteurs premiers de n. Et ça, c'est sur cette base-là que repose le problème RSA. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, là, pour le calcul de l'inverse, nous avons besoin d'un secret. Et le secret ici, c'est les facteurs premiers de n. En effet, nous avons des problèmes qui montrent que cette factorisation, c'est une factorisation qui est assez difficile par les problèmes de RSA. La société RSA propose à chaque fois des nombres, de grands nombres, et dans ce nombre a comme défi à des machines puissantes pour pouvoir le factoriser. Exemple ici, en quelle année ça? En 1999,
La société RSA a donné comme pour défi un nombre de 155 chiffres, c'est-à-dire 512 bits, et pour le factoriser en facteur premier. Mais pour le factoriser, on avait besoin de 300 stations sur 12 sites et 6 pays. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un nombre important de machines pour pouvoir factoriser ce nombre. Ce nombre n, c'est le problème RSA 155. Ça, c'est le nombre. Et les facteurs de P1, c'est P, ce premier nombre, et Q, ce deuxième nombre. N égale à P fois Q. Mais le calcul nécessaire, c'est un calcul très, très important. RSA 1024, nous avons aussi le RSA 1024, c'est-à-dire RSA avec un nombre de 1024 bits, fait d'une compétition RSA. RSA, le nombre n, c'est un nombre de 309 chiffres, et un prix, à chaque fois on donne un prix pour la machine qui va réussir à pouvoir factoriser ce grand nombre en facteur premier. Ça justifie aussi que les machines actuelles ne peuvent pas factoriser des grands nombres. Là aussi, je vous montre par cet article-là que j'ai trouvé quels sont les moyens nécessaires pour euh, les moyens déployés pour factoriser un grand nombre au facteur premier. Exemple là, l'INRIA et ses partenaires se battent un nouveau record de calcul et démontrent la vulnérabilité d'une clé de 768 bits. Mais pour démontrer une vulnérabilité d'une clé de 768 bits, voyons quels sont les moyens qui ont été déployés et combien de temps ça a été nécessaire. Là, les moyens déployés, c'est en conjuguant différentes capacités de calcul à la disposition pendant 2 ans et demi, c'est-à-dire un ensemble de machines qui fonctionnent pendant 2 ans et demi, euh, sans parvenir à casser cette clé. Ce nouveau record est une belle illustration de l'efficacité de calcul distribué. C'est pour montrer l'efficacité des calculs distribués. Toujours, c'est le même problème. Quels sont les moyens disponibles? On met en commun différentes capacités de calcul pour réussir à factoriser une clé de 768 pour réaliser ce calcul à grande échelle. L'INRIA a reconnu à une partie de l'infrastructure GRI 5000 qui relie en France 1544 machines, soit plus de 5000 processeurs au total avec l'intervention des autres partenaires, soit l'équivalent de 1700 processeurs en plus, c'est-à-dire 425 stations quadricœurs. Là, vous imaginez combien de machines a été nécessaire pour pouvoir factoriser ce nombre de 768 bits. Et les capacités de calcul, nous avons besoin de 7 Tera de calcul, 7 Tera de capacité de stockage pour pouvoir faire les sauvegardes pour factoriser ce nombre. Ce qui fait les moyens déployés ici, ce sont des moyens énormes. Une petite entreprise ou bien une petite entité ne peut pas disposer de ces moyens-là et par la suite ne pourra pas factoriser un grand nombre en facteur premier. Le problème RSA 768, c'est ce nombre premier multiplié par ce nombre. Revenons à notre problème RSA. Là, on sait maintenant le calcul de phi de n, elle est impossible si on ne connaît pas les facteurs premiers de n. Maintenant, si je pose n égale à pq, par exemple, Alice va choisir deux nombres premiers p et q, qui va garder secret et va calculer le produit p. Elle peut calculer pq égale à n. Cette opération, elle est simple pour Alice. Et pour le calcul de phi de n égale à phi de p fois
phi de Q. Pour Alice, le calcul de phi de n, elle est simple. C'est égal à P moins 1 fois Q moins 1. Donc, connaissant P et Q, Alice peut calculer facilement phi de n. Par contre, si on donne n à Bob et on lui demande de calculer phi de n, ça va lui nécessiter énormément de moyens pour pouvoir le faire. Nous savons que phi de P égale à P moins 1 et phi de Q égale à Q moins 1, donc phi de N égale à phi de PQ égale à phi de P fois phi de Q égale à P moins 1, Q moins 1. Remarquons qu'il nous est possible de calculer phi de N pour un N quelconque si N égale à PQ ou P et Q sont premiers. Si on ne connaît pas P et Q, alors il est difficile de factoriser, de calculer phi de N. C'est sur cette difficulté mathématique que repose le système RSA. Maintenant, principe de RSA. Le principe de RSA côté Alice. Alice, il va choisir deux nombres P et Q qu'il va garder secrets. Elle va calculer leur produit, c'est égal à N. Et ensuite, Alice choisit un nombre D tel que D et P-1 fois Q-1 sont premiers entre eux. Ce résultat-là, si D et P-1, Q-1 sont premiers entre eux, alors il nous est possible de calculer facilement l'inverse de D par Bézout. Par Bézout, il existe E et V tel que DE égale à il existe E tel que, c'est l'inverse, il existe E tel que DE est congru à 1 modulo P-1 fois Q-1. Ça, c'est le résultat que nous avons déduit de Bézout. Maintenant, si, Alice, toutes ces opérations-là sont des opérations qui sont facilement calculables par Alice. Alice choisit P et Q, calcule leur produit, choisit un T, premier avec P-1, Q-1, et calcule son inverse. Mais il calcule son inverse parce qu'il connaît P-1, Q-1. Est-ce que quelqu'un d'autre, ne connaissant pas P et Q, peut calculer l'inverse de E? Personne ne peut le faire parce que le calcul de E se fait connaissant P et Q. Soit M, le nombre à chiffrer. M, c'est le nombre à chiffrer. Maintenant je me pose à la place de Bob. M à chiffrer. Alice, comme j'ai dit, Alice va choisir P et Q, va calculer leur produit, va choisir le D, va calculer à partir de D le E. E, c'est l'inverse modulaire de D. Et pour calculer, connaissant E, on ne peut pas calculer le D, et connaissant D, on ne peut pas calculer le F. À ce moment-là, Alice va publier le E et le N sur Internet. Elle va dire à tout le monde, je suis Alice, voilà mon E et voilà mon N. Mais connaissant, si quelqu'un connaît le E et le N, est-ce qu'il peut déduire D? Non, parce que pour le calcul de D, il faut absolument connaître le P et le Q. Maintenant, Alice n'a pas de souci pour son secret D. Il peut publier EN sans aucune crainte. Maintenant, pour chiffrer un message à Alice, le Bob va vers l'annuaire chercher E et N et va appliquer le calcul ME modulo N. Maintenant, qui peut retrouver le M? Pour retrouver le M, on doit obligatoirement connaître l'inverse de
E. Mais qui connaît son inverse, c'est Alice. Alice va appliquer M, E, modulo N. Maintenant, je suis côté Alice. Modulo N, le tout à la puissance D, qui est égal à M, E, D, modulo N. Or, nous avons un résultat de tout à l'heure qui dit que si R est congru à 1 modulo P-1 fois Q-1, alors A à la puissance R est congru à A mod PQ. Et si nous avons nous avons ED qui est congru à 1 modulo P-1 fois Q-1. Ça implique que M à la puissance ED est congru à M modulo PQ. C'est-à-dire MED mod N, elle est congrue à M modulo N. Et nous avons aussi un autre résultat qui dit que si M est inférieur à M est inférieur à N, alors M modulo N égale à M. Donc, pour chiffrer, on chiffre en appliquant M, E mod N, et pour déchiffrer, on déchiffre avec avec le T qui va donner le M. Pour déchiffrer, j'ai dit, on applique C à la puissance D qui est égal à MED qui est égal à est égal à M1 mod N qui est égal à M, puis si M est inférieur à N. Et comment maintenant l'algorithme utilisé, Bob veut envoyer un message à A. A fabrique à partir de deux nombres premiers aléatoires P et Q les nombres N, D et E comme vu précédemment. A distribue alors sa clé publique NE qui va constituer sa clé publique. Donc la clé publique de Alice égale à NE et conserve sa clé secrète qui est égale à N et D. N et D, c'est la clé secrète de Alice. B chiffre le message en utilisant la clé publique de Alice et Alice déchiffre avec sa clé privée. Voyons un exemple. Si on prend par exemple les valeurs P et Q comme valeur 11 et 17 et le message A chiffré, c'est le message 10. Pour côté Alice, N va calculer N égale à PQ égale 11 fois 17 égale 187. Phi de N, c'est égal P-1, c'est-à-dire 10 fois 16 égale à 160. Comme 161 égale à 7 fois 23, elle peut prendre E égale 7 et D égale 23. Alice va publier donc N et E, N c'est 187 et 7, égale sa clé secrète qui est 23. Maintenant, pour chiffrer un message à Alice, on va calculer 10 à la puissance 7 mod 187 qui est égal à 175, qui envoie le résultat à Alice. Et comment Alice va retrouver le message avec sa clé secrète qui est 23 en appliquant 175 à la puissance 23 mod 187 qui va donner finalement la valeur 10. Et là, on retrouve le message initial. Deuxième exemple. Mais pour envoyer un message, par exemple ici hello, on va prendre les caractères ASCII, les codes ASCII des messages, des différents caractères, et on va considérer que c'est un nombre. Et pour le factoriser, on va choisir des messages tels que leur taille soit inférieure à n. Donc ça, ce message-là, on va le décomposer en blocs qui sont plus inférieurs à n. Par exemple, ici, n c'est 1073, on va décomposer par 3. 3, c'est pour avoir des tailles qui sont inférieures à n, pour nous donner
pour appliquer le résultat M modulo N égale à M. Maintenant, quels sont les avantages de RSA? Les avantages de RSA, c'est d'abord, Alice n'a pas besoin de partager aucun secret avec Bob. C'est-à-dire, là, c'est un avantage. Un avantage, c'est pas de problème de partage de, de clés. Mais les inconvénients, ils sont énormes. Dans RSA, nous avons vu que nous avons des élévations à la puissance n, e à la puissance e, m à la puissance d, et l'élévation à la puissance, c'est une opération très coûteuse en calcul machine. Ce qui fait, RSA, c'est un système de cryptage qui est assez, assez lent. Et remarquons que dans DES, nous avons dit que l'avantage de DES, c'est que elle est rapide et que l'inconvénient, c'est le partage. Et ce que nous remarquons ici, c'est que les avantages de RSA deviennent les avantages de RSA deviennent des inconvénients dans les avantages de DES deviennent des inconvénients dans RSA et les avantages de RSA sont des inconvénients de DES. Solution qu'on va voir chapitre suivant. Solution, c'est pouvoir mixer RSA plus DES ou bien l'AES pour former un système de cryptage. Dans le chapitre suivant, pardon, nous allons voir comment générer les clés RSA décryptées avec RSA avec l'OpenSSL. Au chapitre suivant, alors, au revoir.